Imagine un ciel dominé par des créatures dont l'envergure dépasse celle d'un petit avion. Des prédateurs ailés aux griffes comme des lames, au bec denté capable de transpercer l'os, et dotés d'une vue si perçante qu'ils pouvaient repérer une proie à des kilomètres de hauteur. Ce n'étaient pas des oiseaux, ce n'étaient pas des dinosaures, c'était autre chose. Quelque chose de totalement différent, totalement mortel. Aujourd'hui, nous allons explorer les véritables seigneurs des cieux mésozoïques, les ptérosaures, des créatures qui ont régné sur l'Air pendant 160 millions d'années, du Trias jusqu'au jour funeste de l'impact de Chicxulub. Tu découvriras comment ils ont évolué, passant de petits planeurs de la taille d'un pigeon à des titans volants plus grands qu'une girafe. Tu verras comment ils chassaient, comment ils rivalisaient avec les premiers dinosaures aviens, et pourquoi ils ont été si performants pendant si longtemps. Mais je te préviens, ce que tu vas apprendre sur ces créatures va bousculer tout ce que tu croyais savoir sur le vol, la prédation et les limites de la biologie. Inspire profondément. Lève les yeux vers le ciel. Et prépare-toi à rencontrer les prédateurs aériens les plus meurtriers ayant jamais existé. La naissance des conquérants de l'air. Remontons 230 millions d'années en arrière, au Trias supérieur, dans un monde qui se remet à peine de la pire extinction de masse de tous les temps. L'événement Permien-Trias, qui a effacé 96% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. La vie renaît, expérimente, se diversifie à une vitesse frénétique. Les dinosaures font leurs premiers pas sous la forme de petits bipèdes. Les premiers mammifères primitifs se cachent dans l'ombre. Et quelque part, dans des forêts de conifères et de fougères géantes, une lignée de reptiles s'apprête à accomplir quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qu'aucun vertébré n'avait réussi avant, voler activement. Pas planer comme certains reptiles planeurs déjà existants, en profitant des courants d'air. Pas sauter d'arbre en arbre, avec des membranes qui ne faisaient que ralentir la chute. Non, voler vraiment, battre des ailes, générer de la portance, contrôler direction et altitude avec précision. Les ptérosaures ne sont pas issus des dinosaures, contrairement à ce que beaucoup imaginent. Ils appartiennent à une lignée totalement distincte au sein des archosaures, le grand groupe qui comprend aussi les dinosaures, les crocodiles et les oiseaux modernes. Mais pendant que les dinosaures conquéraient la Terre, les ptérosaures ont conquis le ciel d'une manière que personne d'autre n'avait jamais réalisée. Et ils l'ont fait avec une architecture corporelle radicalement différente de tout ce qui est venu après. Leurs ailes ne ressemblaient pas à celles des oiseaux, faites de plumes. C'étaient des membranes de peau, de muscles et de fibres élastiques, incroyablement résistantes et souples, soutenues principalement par un seul doigt incroyablement allongé, le 4e doigt de chaque main. Ce doigt, remodelé par l'évolution jusqu'à des longueurs extrêmes, jouait le rôle de mât de voile, déployant la membrane à l'air depuis le corps jusqu'à l'extrémité de l'aile. Les 3 autres doigts restaient libres, munis de griffes tranchantes, qu'ils utilisaient pour grimper, s'agripper à des surfaces verticales, manipuler des proies. Des outils polyvalents dans un corps conçu pour l'efficacité absolue. Mais ce qui était réellement révolutionnaire, c'était leur squelette. Des os creux, pneumatisés, remplis de sacs aériens connectés à un système respiratoire extraordinairement efficace, proche de celui des oiseaux modernes, mais développé de manière totalement indépendante. Cette adaptation réduisait drastiquement leur poids, sans sacrifier la solidité structurelle. Leurs crânes étaient de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie évolutive. Légers, mais incroyablement robustes, avec de grandes orbites qui logèrent des yeux immenses, suggérant une vision exceptionnelle. Certains arboraient des crêtes élaborées sur la tête, des structures probablement utilisées pour la parade sexuelle, la reconnaissance entre espèces, ou même comme gouvernail aérodynamique en vol. Les premiers ptérosaures du Trias étaient relativement petits, de la taille de moineaux ou de pigeons. Des espèces comme Eudimorphodon, avec à peine 1 mètre d'envergure, représentent ces pionniers du vol actif. Leurs dents, nombreuses et acérées, indiquent une alimentation composée surtout de poissons et d'insectes, des ressources abondantes dans les lacs et rivières du Trias.
Ces premiers essais évolutifs ont été d'un succès incroyable. Et lorsque le Trias a cédé la place au Jurassique, il y a 201 millions d'années, les ptérosaures étaient déjà solidement installés comme les maîtres incontestés de l'ère. Car aucun autre vertébré ne pouvait rivaliser avec eux. Les oiseaux n'existaient pas encore. Les chauves-souris n'apparaîtraient que des dizaines de millions d'années plus tard. Le ciel leur appartenait entièrement. Et ils étaient sur le point de se diversifier d'une manière qui dépasse l'imagination. Mais avant d'atteindre leur apogée, ils devaient perfectionner leur modèle, exploiter chaque possibilité que le vol pouvait leur offrir. Et le Jurassique allait leur donner exactement cette opportunité. L'âge d'or, les maîtres du Jurassique. Le Jurassique, de 201 à 145 millions d'années, a été l'âge d'or des ptérosaures, leur période d'expérimentation et de diversification la plus intense. Le climat était chaud et humide à l'échelle globale. Il n'y avait pas de calotte polaire. Le niveau des mers était élevé, formant d'immenses mers épicontinentales peu profondes, foisonnantes de vie. Les continents étaient plus rapprochés qu'aujourd'hui, encore rassemblés au sein de la Pangée, qui commençait lentement à se fragmenter. Et dans ce monde de mers abondantes, de côtes interminables et de climats stables, les ptérosaures ont prospéré de façon spectaculaire. Deux grands groupes vont émerger et dominer le reste du Mésozoïque, les Rhamphorhynchoidea, ou ptérosaures à longue queue, et les Ptérodactyloidea, ou ptérosaures à queue courte. Les Rhamphorhynchoidea conservaient un trait ancestral, une queue longue et rigide, souvent terminée par une structure en forme de losange ou de palette qui faisait office de gouvernail, les aidant à manœuvrer dans les airs avec une précision incroyable. Des espèces comme Rhamphorhynchus, avec jusqu'à 1,8 m d'envergure, étaient des chasseurs d'une agilité redoutable, spécialisés dans les poissons et les calmars des mers jurassiques. Imagine la scène. Un Rhamphorhynchus survolant les eaux limpides d'une mer peu profonde. Ses énormes yeux scrutent sans relâche la surface, à la recherche de l'éclair argenté d'un poisson venu trop près. Soudain, il repère sa proie. Il replie partiellement ses ailes, entame un piqué contrôlé, la queue tendue derrière lui comme stabilisateur. À la dernière seconde, il projette ses mâchoires garnies de dents acérées et recourbées vers l'extérieur, parfaitement conçu pour saisir des proies glissantes. Son bec fend l'eau avec une précision chirurgicale, attrape le poisson, et d'un puissant battement d'ailes, il remonte vers le ciel, le tout en quelques secondes. Des machines de chasse aériennes, finement réglées. Mais tandis que les Rhamphorhynchoidea dominaient les niches de chasseurs agiles de petite à moyenne taille, un autre groupe expérimentait une architecture radicalement différente. Les Ptérodactyloidea ont presque entièrement supprimé la queue, redistribuant la masse et modifiant le centre de gravité. Cela leur a permis de développer des coups plus longs et des têtes plus grandes, plus spécialisées, sans compromettre la stabilité en vol. Grâce à ces innovations, ils ont pu exploiter des niches totalement nouvelles. Pterodactylus, le ptérosaure le plus célèbre et le premier décrit scientifiquement en 1784, incarne parfaitement ce groupe. Avec des envergures allant d'environ 50 cm à 1,5 m selon les espèces, ils étaient étonnamment variés. Leurs mâchoires allongées, hérissées de dents coniques, suggèrent un régime opportuniste. Poissons, petits vertébrés terrestres, gros insectes, charognes. C'étaient les généralistes du ciel, capables d'exploiter plusieurs sources de nourriture et de s'adapter rapidement aux changements environnementaux. Mais le Jurassique a aussi vu apparaître de véritables géants. Des espèces comme Cearadactylus, techniquement du Crétacé inférieur, mais représentatives d'une tendance amorcée dès le Jurassique tardif, illustrent le gigantisme progressif dans certaines lignées de ptérosaures. Et ce gigantisme pose une question fascinante. Comment pouvaient-ils voler? Car les ptérosaures repoussaient en permanence les limites théoriques du vol biologique. Plus un animal volant est grand, plus il est difficile de générer suffisamment de portance pour rester en l'air. Le poids augmente au cube avec la taille, tandis que la surface à l'air n'augmente qu'au carré. À un moment, on atteint un seuil où il devient tout simplement impossible de décoller. Les plus grands oiseaux modernes, comme l'albatros hurleur avec environ 3,5 mètres d'envergure, se rapprochent déjà de cette frontière. Et pourtant,
les ptérosaures l'ont largement dépassé. Ils y sont parvenus grâce à des innovations que les oiseaux n'ont jamais développées. D'abord, leurs os pneumatisés étaient encore plus légers que ceux des oiseaux, avec des parois osseuses incroyablement fines, parfois à peine 1 millimètre, mais renforcées par des travées internes qui répartissaient le stress mécanique de façon optimale. Ensuite, leur membrane alaire contenait des fibres et des structures permettant d'ajuster activement la tension, la courbure et la forme de l'aile en vol, optimisant l'aérodynamique selon la vitesse et les manœuvres. Les ailes des oiseaux, aussi efficaces soient-elles, restent relativement rigides en comparaison. Enfin et surtout, ils étaient probablement des experts du vol à l'économie, exploitant les ascendances thermiques et les vents, comme les condors et les vautours modernes capables de passer des heures en l'air avec un minimum de dépenses énergétiques. Mais il y avait autre chose, quelque chose que nous n'avons commencé à comprendre qu'après des années d'études de leurs fossiles. Des indices récents suggèrent que les ptérosaures possédaient une forme de couverture corporelle, des structures filamenteuses semblables à des poils, appelées pycnofibres, qui recouvraient leur corps et peut-être même certaines parties des membranes alaires. Ces filaments servaient vraisemblablement à réguler la température, ce qui suggère que les ptérosaures étaient endothermes, des animaux à sang chaud. Et ça change tout. Parce que les animaux à sang chaud ont un métabolisme bien plus actif. Ils peuvent produire davantage d'énergie, maintenir une activité soutenue sur de longues périodes. Un ptérosaure à sang chaud pouvait parcourir d'immenses distances, chasser activement pendant des heures, rivaliser efficacement avec n'importe quel autre prédateur. Le Jurassique a vu ces animaux dominer complètement les cieux, sans concurrence réelle. Les premiers oiseaux, comme Archaeopteryx, n'apparaîtraient qu'au Jurassique tardif, il y a environ 150 millions d'années. Et lorsqu'ils sont apparus, c'étaient de petites créatures primitives, aux capacités de vol limitées. Les ptérosaures, avec 80 millions d'années d'avance évolutive dans le vol actif, restaient au sommet. Mais le monde changeait. Et le Crétacé allait apporter de nouveaux défis, une nouvelle concurrence, et pousser les ptérosaures vers leurs formes les plus extrêmes et les plus mortelles. Car ce qui est venu ensuite allait défier les lois mêmes de la physique et de la biologie. Les géants du Crétacé, quand le ciel avait des dieux. Le Crétacé de 145 à 66 millions d'années a été la dernière époque des ptérosaures. Et c'est là qu'ils ont atteint leurs formes les plus extraordinaires, les plus extrêmes, les plus incompréhensiblement gigantesques. Le climat restait chaud, mais avec davantage de variations saisonnières qu'au Jurassique. Les continents s'étaient davantage séparés, créant de nouvelles barrières océaniques et favorisant l'endémisme, l'évolution d'espèces uniques dans des régions isolées. Le niveau des mers a atteint des sommets historiques, noyant d'immenses étendues de terre et formant des environnements côtiers incroyablement productifs. Et les angiospermes, les plantes à fleurs, avaient émergé et se diversifiaient à une vitesse explosive, transformant les écosystèmes terrestres et créant de nouvelles opportunités pour les insectes, qui à leur tour ouvraient de nouveaux horizons pour leurs prédateurs. Les ptérosaures du Crétacé ont répondu à ce monde en mutation par une radiation adaptative stupéfiante. Les Rhamphorhynchoidea, les ptérosaures à longue queue, ont commencé à décliner, progressivement remplacés par les Pterodactyloidea, plus polyvalents. Mais avant de disparaître, ils ont produit certaines des formes les plus spécialisées jamais vues. Pendant ce temps, les Pterodactyloidea ont explosé en diversité. On voit apparaître des espèces à crête élaborée, des extensions osseuses du crâne, parfois plus grandes que le crâne lui-même. Tupuxuara, Tapejara, Thalassodromeus, tous arboraient des crêtes spectaculaires, probablement utilisées pour la reconnaissance entre espèces, la sélection sexuelle, les démonstrations de dominance. Imagine un mâle Tapejara avec sa crête semi-circulaire se dressant à l'arrière du crâne, sans doute vivement coloré de son vivant, survolant une falaise côtière en paradant devant les femelles. Une crête faisant office de voile, l'aidant à manœuvrer, mais servant surtout de signal visuel repérable à des kilomètres. D'autres ont développé des spécialisations alimentaires extrêmes. Pteranodon
l'un des ptérosaures les plus connus, avec une envergure pouvant atteindre 7 mètres, possédait un long bec dépourvu de dents, parfait pour la pêche. Sa crête allongée, vers l'arrière, compensait probablement le poids du bec, fonctionnant comme un contrepoids aérodynamique. Des groupes entiers de ptéranodons devaient survoler les mers intérieures d'Amérique du Nord, la Western Interior Seaway, cette vaste mer qui coupait le continent en deux. Ils chassaient poissons et calmars, peut-être en groupe, coordonnant leurs attaques, profitant des bancs proches de la surface. Tsungaripterus, lui, a développé des mâchoires totalement différentes, relevées vers le haut à l'extrémité, sans dents à l'avant, mais avec des structures aplaties à l'arrière, idéales pour broyer les coquilles de mollusques et de crustacés. C'était l'équivalent ptérosaurien des oiseaux côtiers qui fracassent des moules contre les rochers. Mais rien, absolument rien, n'égale les âges d'Archidés. Ce groupe de ptérosaures géants représente le sommet absolu de l'évolution ptérosaurienne, les plus grandes créatures ayant jamais volé dans l'histoire de la Terre. Quetzalcoatlus northropy, baptisé en l'honneur du dieu aztèque du serpent à plumes, affichait une envergure estimée à 10-11 mètres. Relis ça, 10 mètres d'envergure. Plus grand que beaucoup de petits avions. Sa hauteur, lorsqu'il se tenait au sol, est estimée à environ 5,5 mètres, comparable à une girafe moderne. Il pesait autour de 200 à 250 kg, un poids incroyablement faible pour sa taille, grâce à un squelette pneumatisé poussé à l'extrême. Et voici le plus hallucinant, il pouvait voler. Pas seulement planer, mais voler activement, battre ses ailes monstrueuses, générer de la portance, décoller du sol. Comment est-ce possible? Même aujourd'hui, malgré notre compréhension de l'aérodynamique et de la biomécanique, les scientifiques débattent encore de la façon exacte dont ils y parvenaient. Des simulations informatiques suggèrent qu'ils avaient besoin de vent favorable et de courants thermiques pour décoller plus facilement, probablement en courant à quatre pattes et en utilisant les ailes pour gagner de la vitesse avant de s'élever. Une fois en l'air, ils étaient vraisemblablement des planeurs d'une efficacité remarquable, capables de parcourir des centaines de kilomètres avec une dépense énergétique minimale, en exploitant les ascendances le long des falaises, des chaînes de montagnes, ou générées par les différences de température entre terre et mer. Mais que mangeaient ces colosses? Pendant des années, on a pensé qu'ils pêchaient comme ptéranodons. Pourtant, des analyses plus récentes de leur anatomie racontent une autre histoire, bien plus inquiétante. Leur cou était long et extrêmement robuste, avec des vertèbres massives. Leur bec était long, pointu, sans dents, mais d'une solidité impressionnante. Et surtout, leurs pattes arrière étaient longues et puissantes, adaptées à une marche efficace sur Terre. Tout indique que les âges d'Archidés étaient des prédateurs terrestres lorsqu'ils ne volaient pas. Imagine cette scène. Un Quetzalcoatlus atterrit sur une plaine du Crétacé tardif. Il se redresse sur ses quatre membres, les ailes repliées servant de pattes avant. Sa tête se dresse à 5,5 mètres au-dessus du sol, ses yeux parcourant l'horizon. Il repère un mouvement, un petit dinosaure, peut-être un jeune hadrosaure séparé du groupe, de la taille d'un mouton. Quetzalcoatlus s'avance vers lui d'un pas long et posé, plus agile sur Terre qu'on ne l'imaginerait pour une créature volante. Le jeune dinosaure le voit, tente de fuir, trop tard. Le bec massif s'abat, saisit l'animal par le corps, le soulève. Une secousse brutale. Le coup puissant fouette la proie de gauche à droite. Et le dinosaure cesse de bouger. Quetzalcoatlus avale sa proie entière, ou en gros morceaux, un peu comme les cigognes modernes qui gèrent des proies volumineuses. En gros, des cigognes géantes sorties de l'enfer. Des prédateurs au sommet, aussi bien dans l'air que sur terre. Et il n'était pas seul. Hatzegopteryx, un autre Ashdarchidé européen, peut-être encore plus robuste que Quetzalcoatlus, vivait sur ce qui était alors une île, où l'absence de grands prédateurs terrestres lui a permis d'occuper pleinement cette niche. Des fossiles suggèrent qu'il chassait des dinosaures nains, ayant évolué dans cet environnement insulaire, des créatures de la taille d'un chien à celle d'un mouton.
totalement sans défense face à ce prédateur ailé géant. Le Crétacé tardif a vu les ptérosaures atteindre leurs formes les plus extrêmes, les plus spécialisées, les plus létales. Mais une nouvelle concurrence montait. Les oiseaux qui avaient commencé comme des créatures primitives et maladroites au Jurassique se diversifiaient désormais rapidement, développant un vol de plus en plus efficace et occupant des niches autrefois réservées aux ptérosaures. Cette concurrence, combinée aux changements environnementaux, commençait à les pousser dans leur retranchement. Vers la fin du Crétacé, la diversité des ptérosaures avait nettement chuté. Les seuls encore nombreux étaient les Agdarchidés géants et quelques groupes spécialisés comme les Pteranodontidés. Les petits ptérosaures, qui avaient jadis rempli une multitude de niches, avaient en grande partie été remplacés par les oiseaux. Les géants tenaient bon, occupant des niches que les oiseaux ne pouvaient pas remplir à cause de leur taille. Mais leur temps était compté, car dans l'espace, invisible et implacable, un astéroïde approchait. Et lorsqu'il frapperait, il y a 66 millions d'années, 160 millions d'années d'évolution ptérosaurienne s'achèveraient brutalement. Mais avant d'assister à leur fin, il faut comprendre une chose essentielle. Comment une créature pouvait-elle être à la fois un dieu du ciel et un prédateur mortel sur Terre? La réponse se trouve dans leur anatomie, perfectionnée pendant des millions d'années jusqu'à devenir une arme vivante. Maître de la chasse, une anatomie mortelle. Les ptérosaures n'étaient pas simplement des reptiles avec des ailes. C'étaient des machines de chasse, façonnées par plus de 160 millions d'années d'évolution pour atteindre une efficacité létale. Et chaque détail de leur anatomie raconte une histoire d'adaptation parfaite. Commençons par le plus évident, la vision. Les ptérosaures avaient des orbites énormes, suggérant des yeux exceptionnellement grands par rapport à la taille de leur crâne. Des études sur les anneaux sclérotiques, des structures osseuses à l'intérieur de l'œil, conservées dans certains fossiles, indiquent que beaucoup d'espèces possédaient une vue extrêmement fine, probablement supérieure à celle des aigles modernes. Ils pouvaient repérer des poissons sous la surface depuis une hauteur considérable, identifier de petits vertébrés terrestres se déplaçant entre la végétation, suivre des proies en vol avec une précision millimétrée. Certaines espèces montrent même des indices d'une vision nocturne ou crépusculaire, des yeux particulièrement grands et des adaptations suggérant une capacité à chasser en faible luminosité lorsque la concurrence des prédateurs diurnes était minimale. Leur sens de l'équilibre était tout aussi impressionnant. L'oreille interne de certains ptérosaures, préservée dans des crânes fossilés exceptionnellement bien conservés, révèle des canaux semi-circulaires grands et complexes, signe d'un système vestibulaire très développé. Cela leur donnait une conscience spatiale tridimensionnelle extraordinaire, leur permettant d'exécuter des manœuvres aériennes complexes, virages serrés, piqués contrôlés, changements soudains de direction, tout en gardant une orientation parfaite. Et nous n'avons pas encore abordé l'arme principale. Leurs ailes, comme je l'ai dit, n'étaient pas de simples structures passives. Les membranes contenaient de petits éléments et fibres, notamment des actinofibrilles, des fibres de kératine, qui permettaient d'ajuster activement la tension et la courbure de l'aile. Résultat, un contrôle aérodynamique que les ailes rigides des insectes et même les ailes plumeuses des oiseaux ne peuvent pas égaler totalement. Ils pouvaient remodeler la forme de leurs ailes en temps réel, ailes étirées et plates pour un plané efficace, ailes plus cambrées pour générer davantage de portance à basse vitesse, ailes partiellement repliées pour des piqués à grande vitesse. Leurs griffes étaient des outils polyvalents. Les 3 doigts libres de chaque aile étaient munis de griffes recourbées et tranchantes, parfaites pour s'agripper à des surfaces verticales comme des falaises, grimper aux arbres et surtout manipuler et maintenir des proies, en vol comme au sol. Les pattes arrière avaient aussi des griffes, et chez beaucoup d'espèces, elles étaient étonnamment robustes, ce qui suggère qu'ils passaient beaucoup de temps au sol, à marcher, voire à courir, et pas seulement à voler. Mais leur véritable avantage, c'était autre chose. La maîtrise totale de l'air. La diversité des formes de bec et de dents chez les ptérosaures est stupéfiante. Chaque variante étant adaptée à un régime et à une méthode de chasse précise. Les espèces piscivores comme Rhamphorhynchus
possédaient de longues dents recourbées vers l'extérieur, idéales pour saisir des poissons glissants. Quand elles refermaient la gueule, les dents s'emboîtaient, formant un piège dont le poisson ne pouvait plus s'échapper. Ptéranodon et les Ashdarchidés ont complètement perdu leurs dents, développant de longs becs acérés qu'ils utilisaient comme des lances, pour transpercer, ou comme des pinces pour attraper. Tsungaripterus, comme on l'a vu, avait des mâchoires spécialisées pour broyer les coquilles, avec des surfaces aplaties à l'arrière, jouant le rôle de molaires. Certains, comme plusieurs membres de la famille des Tapejaridae, avaient des becs courts, mais d'une puissance incroyable, probablement omnivores, capables de traiter fruits, graines et petits vertébrés. Une alimentation variée qui leur donnait une vraie flexibilité écologique. Et puis il y avait leur vol lui-même, qui était une arme. La vitesse de croisière estimée pour des ptérosaures moyens comme Ptéranodon tourne autour de 60 à 80 km/h, avec des pointes bien plus élevées lors des poursuites ou des fuites. Les Ashdarchidés géants volaient probablement plus lentement, 40 à 50 km/h en planée, mais pouvaient couvrir des distances énormes avec très peu d'efforts. Ils pouvaient effectuer des piquets contrôlés dépassant les 100 km/h, transformant masse et vitesse en une force d'impact mortelle. Imagine être un poisson près de la surface. Tu perçois une ombre filer au-dessus de toi. Et avant même de comprendre, un bec rempli de dents te transperce, t'arrache de l'eau. Et te voilà dans les airs, emporté vers une falaise où une nichée affamée attend. Ou bien tu es un petit mammifère du Crétacé, de la taille d'un rat, en quête de nourriture à l'aube. Tu entends un battement d'ailes, tu lèves la tête, et la dernière chose que tu vois, c'est une silhouette massive qui bloque le soleil, griffes déployées, fondant sur toi à une vitesse impossible. Les ptérosaures étaient des prédateurs tridimensionnels, opérant dans un espace auquel la plupart de leurs proies n'avaient pas accès. Ils avaient l'avantage de la hauteur, de la vitesse, de la surprise. Sans exagérer, c'étaient les drones de frappe de l'ère mésozoïque. Et ils ont dominé cette niche pendant 160 millions d'années, une longévité que peu de formes de vie complexes ont égalée. Mais pour maintenir une domination aussi longue, il ne suffit pas d'être mortel. Il faut se reproduire, élever des jeunes, garantir que la génération suivante soit tout aussi performante. Et ça, c'est une histoire à part entière. Vie et société, bien plus que des prédateurs solitaires. Car pour dominer pendant 160 millions d'années, il ne suffit pas de chasser. Il faut se reproduire et gagner l'avenir. Et c'est ici que les ptérosaures se révèlent encore plus fascinants qu'on ne le pensait. Les ptérosaures n'étaient pas que des machines à tuer. C'étaient des animaux complexes, avec des comportements sociaux, des stratégies reproductives sophistiquées et des vies qui allaient bien au-delà de la prédation. Des sites fossiles de nidification massive ont dévoilé des aspects étonnants de leur biologie reproductive. En Chine, le gisement de Liaoning a conservé des colonies entières de ptérosaures, avec des œufs, des embryons, des juvéniles et des adultes, tous réunis. Cela suggère qu'au moins certaines espèces nichaient en colonies, un peu comme les oiseaux marins modernes qui forment des rouqueries, des sites communautaires de reproduction. Les œufs de ptérosaures avaient une coquille molle ou coriace, semblable à celle de nombreux reptiles actuels, et non une coquille dure comme celle des oiseaux. Cela implique qu'ils étaient partiellement enfouis dans le sable ou le sol, pour protection et incubation, en s'appuyant sur la chaleur de l'environnement et peut-être sur un apport de chaleur corporelle des parents. Mais voici le plus surprenant. Les embryons fossilisés montrent que les jeunes ptérosaures étaient extraordinairement précoces. Contrairement aux oiseaux modernes, qui naissent totalement vulnérables, parfois aveugles, dépendant du soin parental pendant des semaines ou des mois. Les ptérosaures nouveau-nés avaient déjà des ailes formées, des muscles de vol développés et pouvaient probablement voler presque immédiatement après l'éclosion, ou du moins après quelques jours, une fois secs et renforcés. Évolutivement, c'est logique. Un nouveau-né capable de voler peut échapper aux prédateurs terrestres. Il peut se disperser rapidement loin du nid, réduisant la compétition entre frères et sœurs.
et il peut commencer à se nourrir par lui-même presque tout de suite. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils étaient complètement indépendants. Des indices de dimorphisme sexuel chez les adultes, avec des mâles portant des crêtes plus imposantes ou des différences de taille, suggèrent des parades, une compétition entre mâles, une sélection sexuelle. Et s'il y avait sélection sexuelle, il y avait probablement un certain niveau de soins parentaux. Au moins une protection du site de nidification, peut-être un apport de nourriture aux jeunes pas encore assez efficace pour chasser, voire un apprentissage des techniques de vol et de capture. Et voici quelque chose d'encore plus spectaculaire. Des sites comme celui de Pteranodon au Kansas montrent des accumulations de centaines d'individus, ce qui laisse penser qu'ils pouvaient se rassembler en très grand nombre, peut-être en migrant de façon saisonnière, en suivant les ressources alimentaires. Comme le font aujourd'hui les oiseaux marins, qui parcourent des milliers de kilomètres entre zones d'alimentation et sites de reproduction. On a aussi des indices intrigants de comportements sociaux liés à l'alimentation. Des accumulations de fossiles de ptérosaures piscivores près d'anciennes côtes riches en poissons suggèrent qu'ils pouvaient se nourrir en groupe, profitant des bancs. Pas forcément une chasse coopérative au sens strict, avec coordination active, mais clairement une agrégation là où la nourriture abondait, des scènes qui devaient être saisissantes. Imagine des centaines de ptéranodons survolant une mer intérieure, leurs ombres assombrissant l'eau, piquant en même temps dès qu'ils repèrent un banc de poissons. L'air saturé de cris, de battements d'ailes, et l'eau éclaboussée en continu par les impacts des becs. Leur vocalisation devait être riche. On n'a pas de preuve directe de leur son, mais la présence d'un système respiratoire complexe avec sac aérien suggère une capacité à produire des sons. Cris, appels territoriaux, appels nuptiaux. L'ère mésozoïque n'était pas silencieux. Il vibrait de la vie ptérosaurienne. Leurs interactions avec les autres animaux étaient tout aussi complexes. Ils rivalisaient avec les oiseaux primitifs pour certaines niches de petits prédateurs aériens, même si, durant la majeure partie du Mésozoïque, les oiseaux restaient trop primitifs pour représenter une vraie menace. Ils étaient parfois la proie de grands dinosaures carnivores lorsqu'ils se trouvaient au sol ou près des nids. Des marques de dents de théropodes sur des os de ptérosaures en témoignent. Et ils entraient aussi en compétition entre eux. Plusieurs espèces coexistant dans la même région se partageaient sans doute les ressources. Certains pêchaient en eau profonde, d'autres en eau peu profonde, certains chassaient sur terre, d'autres se spécialisaient dans des proies volantes comme de gros insectes. Ils faisaient partie intégrante des écosystèmes mésozoïques, pas de simples silhouettes au-dessus du monde, mais des acteurs pleinement engagés dans des réseaux écologiques complexes. Et quand ils ont disparu, ils ont laissé un vide qui a mis des millions d'années à se combler. Mais leur disparition n'a pas été soudaine ni simple. Elle résulte de pressions accumulées pendant des millions d'années, qui ont fini par les rattraper de la manière la plus catastrophique possible. Le crépuscule des seigneurs du ciel. Nous arrivons au dernier chapitre de l'histoire des ptérosaures. Et comme toutes les grandes histoires, la fin est à la fois inévitable et tragique. À la fin du Crétacé, durant les 20 derniers millions d'années avant l'impact de Chicxulub, la diversité des ptérosaures était déjà en net déclin. Pourquoi ? Les scientifiques débattent encore des causes exactes, mais plusieurs facteurs ont probablement joué. Premier facteur, la concurrence des oiseaux. Les oiseaux du Crétacé tardif n'étaient en plus les créatures maladroites du Jurassique. Ils s'étaient énormément diversifiés, développant un vol très efficace et occupant les niches de petits prédateurs aériens et insectivores qui appartenaient autrefois aux petits ptérosaures. Les oiseaux avaient des avantages, un métabolisme potentiellement plus efficient, un vol plus maniable à basse vitesse grâce aux plumes et des stratégies reproductives différentes, parfois plus rentables. Les petits ptérosaures ont commencé à disparaître, remplacés progressivement par des oiseaux faisant le même boulot, mais peut-être mieux. Deuxième facteur, les changements environnementaux. Le Crétacé tardif a connu des fluctuations climatiques, des variations du niveau marin et une réorganisation des écosystèmes à mesure que les angiospermes devenaient dominantes. Ces changements favorisaient les groupes les plus adaptables et il est possible que les ptérosaures, après 150 millions d'années d'évolution, soient devenus trop spécialisés, moins capables de s'ajuster rapidement. Troisième facteur,
les géants eux-mêmes pouvaient être vulnérables. Les âges d'archidés géants comme Quetzalcoatlus étaient prodigieux, mais avaient aussi besoin de conditions très spécifiques, de grands espaces ouverts pour décoller et atterrir, une abondance de proies de taille adéquate, des climats suffisamment stables pour offrir des courants thermiques fiables. La moindre perturbation de ces paramètres pouvait les affecter de façon disproportionnée. À la fin du Crétacé, la diversité globale des ptérosaures s'était réduite à peut-être une douzaine de genres, principalement des haches-d'archidés de grande taille et quelques ptéranodontidae spécialisés. Comparé aux plus de 150 espèces valides connues sur l'ensemble du Mésozoïque, cela ne représentait qu'une fraction de leur ancienne grandeur. Ils tenaient bon, occupant des niches que les oiseaux ne pouvaient pas remplir, mais l'époque de l'explosion de diversité était révolue. Et puis, il y a 66 millions d'années, l'astéroïde a frappé. L'extinction KPG, qui a effacé environ 75% des espèces de la planète, n'a pas épargné les ptérosaures. L'impact initial aurait tué instantanément tous les ptérosaures, dans un rayon de milliers de kilomètres. La pluie de débris incandescents aurait transformé l'atmosphère en four, rendant le vol à la fois impossible et mortel. Les méga-incendies globaux auraient détruit les sites de nidification et anéanti les sources de nourriture. Puis est venu l'hiver d'impact, l'obscurité, le froid, l'effondrement de la photosynthèse. Les ptérosaures, en tant que prédateurs de haut niveau trophique, dépendaient de chaînes alimentaires complexes. Quand ces chaînes se sont effondrées, eux aussi, les ptérosaures piscivores ont disparu quand les poissons ont disparu. Les chasseurs terrestres ont disparu quand leurs proies ont disparu. Les géants, exigeant de grandes quantités de nourriture, étaient particulièrement vulnérables. Et surtout, leurs stratégies reproductives ont peut-être scellé leur sort. Même si leurs petits étaient précoces, les ptérosaures avaient probablement des taux de reproduction relativement faibles, peu d'œufs par saison et une maturation sexuelle longue. C'est efficace en période stable, mais catastrophique en pleine extinction de masse. Les oiseaux, capables dans certains cas de produire plusieurs couvées par an, de se disperser rapidement et d'adopter des régimes plus variés, y compris des graines restées viables dans le sol, ont eu davantage de chances de survivre. Et ainsi, à un moment donné dans les jours, semaines ou mois suivant l'impact, le dernier ptérosaure est mort. Était-ce un Quetzalcoatlus, seul dans un paysage dévasté, incapable de trouver de la nourriture, trop faible pour voler, s'effondrant sur un sol couvert de cendres? Était-ce un petit hache-d'archidés sur une île éloignée, survivant quelques mois de plus que ses cousins continentaux, avant de succomber lorsque l'écosystème insulaire s'est à son tour totalement effondré? Nous ne le saurons jamais. Nous n'avons pas de fossiles du dernier instant. Mais une chose est sûre, après 160 millions d'années de domination des cieux, les ptérosaures se sont éteints entièrement. Ils n'ont laissé aucun descendant. Ils ne se sont pas transformés en autre chose. Ils ont simplement disparu. Et le ciel est resté vide, en attente d'être reconquis. Pourtant, leur histoire ne s'arrête pas à leur mort, parce que ce qu'ils ont laissé derrière eux résonne encore aujourd'hui. Héritage éternel, les fantômes qui volent encore. Alors, qu'est-ce qu'il reste des ptérosaures? Après tout, ils se sont éteints complètement. Rien de vivant aujourd'hui ne descend d'eux, et pourtant, leur héritage est bien plus profond qu'il n'y paraît. D'abord, ils ont transformé durablement notre compréhension de ce qui est possible en biologie. Quand le premier ptérosaure a été décrit scientifiquement en 1784, cela a bouleversé la paléontologie. C'était la première preuve indiscutable que des animaux disparus, radicalement différents de tout ce qui existe aujourd'hui, avaient réellement vécu. Cela a contribué à établir la paléontologie comme une science légitime. Et à mesure que de nouvelles espèces étaient découvertes, chacune plus incroyable que la précédente, elles ont repoussé sans cesse les limites de ce que l'on pensait biologiquement possible. Des animaux de la taille d'une girafe capables de voler? Impossible, disaient les sceptiques, jusqu'à ce que les preuves deviennent irréfutables. Des ailes en membrane contrôlées par un seul doigt géant. Absurde, pensèrent certains, jusqu'à ce que suffisamment de fossiles permettent d'en reconstruire précisément la structure.
Les ptérosaures nous ont appris l'humilité. Ils nous ont montré que l'évolution est infiniment plus créative que notre imagination. Ensuite, ils ont rempli une niche écologique pendant une période cruciale de l'histoire de la Terre. Pendant 160 millions d'années, du Trias tardif à la fin du Crétacé, les ptérosaures ont été les maîtres incontestés du ciel. Ils ont contrôlé des flux d'énergie entre océans, terre et atmosphère. Ils ont transporté des nutriments des écosystèmes marins vers les écosystèmes terrestres via leur déjection, un peu comme les oiseaux marins actuels fertilisent des îles isolées. Ils ont régulé les populations de poissons, de calmars, de petits vertébrés terrestres. Ils ont été des prédateurs aériens au sommet, exerçant une pression évolutive sur leur proie pour qu'elle développe de meilleures défenses, plus de vitesse, plus de camouflage. Ils ont façonné les écosystèmes mésozoïques de façon que nous commençons à peine à comprendre. Et quand ils ont disparu, ils ont laissé un vide. Les oiseaux ayant survécu à l'événement KPG étaient petits, plutôt terrestres ou dotés d'un vol limité. Il a fallu des millions d'années jusqu'au Paléogène bien avancé pour que les oiseaux évoluent vers de grandes formes, spécialisées, capables d'occuper des niches semblables à celles que les ptérosaures avaient dominées. Les oiseaux marins modernes, albatros, pélicans, frégates, sont en quelque sorte les équivalents écologiques de ptérosaures comme ptéranodons. Mais ils n'ont émergé qu'environ 10 millions d'années après l'extinction. Pendant ce temps, le ciel est resté relativement vide. Enfin, les ptérosaures nous rappellent la fragilité même des lignées les plus prospères. 160 millions d'années de domination, d'adaptation parfaite, de diversification réussie. Et tout s'est arrêté en un jour. Un événement imprévisible, inévitable, impossible à prévenir ou à fuir. Les ptérosaures nous disent que peu importe à quel point tu es bien adapté, à quel point tu as réussi, combien de temps tu as régné, l'extinction peut frapper n'importe qui, n'importe quand. Une leçon d'humilité cosmique. Mais ils nous montrent aussi quelque chose de beau. Pendant leur temps, ils ont vécu pleinement. Ils ont conquis l'air comme aucun autre vertébré ne l'a fait. Ils ont atteint des tailles défiant la physique. Ils ont dominé des niches du pôle à l'équateur, des océans profonds aux montagnes. Ils n'ont laissé aucun descendant, c'est vrai. Mais ils ont laissé des fossiles, des preuves, des histoires inscrites dans la pierre. Et tant que nous étudierons ces fossiles, tant que nous reconstruirons leur vie, tant que nous resterons émerveillés par leur prouesse évolutive, les ptérosaures ne seront pas vraiment éteints. Chaque fois qu'un enfant voit une reconstitution de Quetzalcoatlus et ouvre de grands yeux d'étonnement, le ptérosaure revit. Chaque fois qu'un scientifique découvre un fossile révélant un nouveau secret de leur biologie, leur héritage s'élargit. Chaque fois que nous regardons un oiseau planer dans les courants thermiques, nous pouvons imaginer qu'il y a 100 millions d'années, un ptérosaure faisait exactement la même chose dans ce même ciel. Les seigneurs des cieux mésozoïques ont disparu, mais leurs fantômes volent encore. Et tant qu'il y aura un ciel, tant qu'il y aura la curiosité humaine, tant qu'il y aura des paléontologues déterminés à percer les secrets du passé profond, les ptérosaures ne seront jamais oubliés. Levez les yeux. Nous avons voyagé 230 millions d'années en arrière, assisté à la naissance du vol actif chez les vertébrés, suivi les ptérosaures à travers leur âge d'or jurassique, leur apogée gigantesque au Crétacé et leur extinction finale il y a 66 millions d'années. Nous avons vu comment ils ont dominé l'air avec des plans corporels radicalement différents de tout ce qui existe aujourd'hui. Comment ils chassaient avec une précision mortelle. Comment ils vivaient, se reproduisaient, interagissaient au sein d'écosystèmes complexes. Et nous avons appris que même le succès le plus total ne garantit pas une survie éternelle. L'histoire des ptérosaures est une histoire d'innovation, d'adaptation, de domination, puis d'extinction. Mais c'est aussi une histoire qui continue de nous inspirer aujourd'hui. Parce qu'elle montre que la vie trouve des chemins que nous n'imaginons même pas. Que l'évolution peut produire des merveilles qui dépassent nos attentes. Que le passé de la Terre est bien plus extraordinaire, bien plus divers, bien plus stupéfiant que n'importe quelle fiction. La prochaine fois que tu lèveras les yeux au ciel et que tu verras un oiseau voler,
Souviens-toi qu'il fut un temps où des créatures bien plus grandes, bien plus étranges, bien plus incroyables, sillonnaient ce même ciel. Souviens-toi des ptérosaures, les véritables maîtres de l'ère mésozoïque, la force de frappe aérienne la plus létale de l'ère des dinosaures. À toi maintenant. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Les ptéranodons, pêchant en masse comme des escadrons aériens, ou Quetzalcoatlus chassant des dinosaures au sol comme une cigogne géante sortie de l'enfer? Et voici la question importante. Quelle créature du Mésozoïque veux-tu pour le prochain documentaire? Les mosasaures, les vrais dragons des océans crétacés. Spinosaurus, le seul dinosaure aquatique connu? Les tout premiers mammifères, survivants improbables dans un monde de géants, ou tu veux quelque chose d'encore plus extrême? Écris ton vote en commentaire. Le plus demandé sera le prochain. Et si ce voyage dans les cieux du Mésozoïque t'a retourné le cerveau autant que j'ai pris plaisir à le raconter, abonne-toi à la chaîne. Parce que l'histoire de la vie sur Terre regorge de créatures tout aussi extraordinaires qui n'attendent qu'à être découvertes. Les ptérosaures ont dominé l'air pendant 160 millions d'années. Quels autres titans du passé méritent d'être rappelés? On se retrouve dans la prochaine aventure. Garde les yeux tournés vers le ciel.